Dans cette édition, ce soir, une incursion dans l'univers de la fabrication du charbon à San Pedro, une activité qui menace l'environnement. Premier coup de clap pour le film Juan, il est coproduit par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Présidentielle au Mali, on vote à nouveau demain dimanche. Les finalistes Ibrahim Boubacar Keïta et Cissé Soumaïla se disent tous deux confiants. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. On ouvre ce journal sur San Pedro, une ville du sud-ouest ivoirien où la fabrication du charbon permet à de nombreuses familles de survivre. Cependant, la fumée et la poussière générées par cette activité posent problème. Les autorités envisagent de relocaliser l'activité. Reportage Franck Kouadio. De la fumée s'élevant à perte de vue. Nous sommes à l'entrée de la ville de San Pedro, ville portuaire où se développe de plus en plus l'activité de la fabrication du charbon. Et ici, tout est coordonné par cet homme. Depuis en 2000 aussi, on est ici. On fabrique charbon. On scie les machines qui scient le bois, on les scie. Où on va avec eux. Parce que les déchets qui prennent la série, ils vont délier ici, on prend leurs déchets aussi pour fabriquer du charbon et puis on vend. Bon, on est ici, on est avec des femmes, les femmes qui sont en ville, on est à peu près 3000 personnes. Hein. Avec les femmes, on est avec eux, ça donne ça aussi nourrir leur famille. Nous aussi, c'est dans ça on nourrit notre famille. La fabrication du charbon, ça rapporte bien et sur place, en plus des grossistes, demi-grossistes et même les particuliers peuvent se servir. Moi, je viens payer pour 5 000, aller payer peut-être 7 000, peut-être 6 000, comme ça. Ah, c'est que mon charbon, ça marche. Souvent 2 sacs. En combien de jours? Un jour. On enlève souvent 10 sacs, 20 sacs, 30 sacs. Il y a des fous même qui vont 100 sacs. Voilà, on vend ça un sac à 5 000, souvent 4 500. Mais le hic, le sol est marécageux, car bâti sur les sciures de bois provenant des scieries alentours. Mais il y a pire, cette épaisse fumée provoquée par les fours constitue une menace pour l'environnement et même le tourisme local. Ce matin, les autorités municipales sont venues sensibiliser les artisans à une éventuelle délocalisation. Un site de plus d'une trentaine d'hectares, lorsque tout ce travail de recensement sera fait, que chaque personne qui est enregistrée ici ait effectivement une place sur ce nouveau site. Un site est trouvé à 2 km de là, la date du départ pas encore déterminée, mais les artisans aimeraient bien que ce nouveau site soit définitif et bien visible de leur clientèle. Combattre la pauvreté au moyen de la solidarité, c'est l'ambition affichée par le club Kavoe Chiva. Les membres de cette structure ont procédé à une collecte de fonds, une tontine en vue de financer des projets générateurs de revenus. Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, le taux de chômage est estimé à près de 50% de la population. Face à cette situation, plusieurs microcrédits voient le jour. Ils participent à la reconstruction économique et sociale du pays en luttant contre la pauvreté par le soutien des populations porteuses de projets économiques. Parmi elles, le club Kavoe Chiva, spécialisé en collecte de fonds et financement de projets de ses membres. Chaque 2 semaines, nous nous retrouvons comme ça pour venir en l'aide d'une personne, que ce soit femme comme garçon. Et nous recueillons pas moins d'1 million. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de sous pour pouvoir aller à nos besoins. Donc on a fait cela pour pouvoir nous aider par moment pour pouvoir asseoir quelques activités. Au fil du temps, l'expérience de Kavoe Chiva a gagné du terrain. Il sert aujourd'hui d'exemple. Nous nous retrouvons tous les week-ends et comme ça nous faisons des cotisations qui est destinées à une personne. Et au cours de cette cotisation, le club ami invite les autres clubs pour venir soutenir l'heureux gagnant du jour. Trabi Arnaud est l'heureux gagnant du jour. Il reçoit son enveloppe, un montant suffisant pour réaliser son vieux rêve. J'ai fait des formations sur l'élevage du porc. Donc mon projet c'est de commencer l'élevage du porc. Le club Kavoe Chiva, Vivre ensemble en langue gouro, est né depuis 1 an. À ce jour, une vingtaine de ses adhérents ont pu voir leurs projets financés dans divers secteurs d'activité. Ils sont en fin de cycle d'études et face à la situation difficile du marché de l'emploi, ces étudiants en carrière judiciaire ont décidé de s'engager dans l'entrepreneuriat, le seul moyen selon eux d'être insérés dans la vie active. On reste avec Hamza Diaby. 1 million d'emplois pour les jeunes Ivoiriens.
Une promesse de campagne du candidat Alassane Ouattara, devenu président de la République. Dans le pays, le nombre de sans-emploi est estimé aujourd'hui à 7 millions de personnes, selon le Bureau international du travail. Face à cette situation, les étudiants titulaires de la maîtrise en carrière judiciaire, promotion 2013, de l'université Félix Houphouët-Boigny optent pour l'entrepreneuriat. Il s'agit pour nous de créer un cadre de solidarité et de dégager des perspectives d'insertion. Voilà, cela va se faire au niveau des projets que nous allons concevoir et que nous allons soumettre éventuellement à notre parrain et à certaines autorités qui voudront bien nous prêter une oreille attentive. Une initiative encouragée par le magistrat Zoro Epiphane, parrain de la promotion. Selon lui, seul l'auto-emploi et l'ambition de réussir sont les gages du succès. L'emploi, c'est nous qui les créons, c'est l'homme qui crée l'emploi. Il y a l'entrepreneuriat qui peut être développé dans quelques domaines de discipline universitaire que ce soit. L'entrepreneuriat peut être développé, mais au-delà de la fonction publique nationale, au-delà de l'emploi national, il y a également des carrières internationales qu'il faut avoir en ligne de mire. Ces juristes, après avoir étudié le droit, se disent prêts à le développer et l'appliquer. Ainsi, sans attendre une quelconque aide, ils décident d'intégrer la vie professionnelle. Cinéma à présent, premier coup de clap pour le film Roanne. Ce film du réalisateur franco-ivoirien Philippe Alain Lacotte est coproduit par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Roanne, qui signifie courir en français, retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire. La trame nous est restituée par Franck Quadio. Dans la forêt du Banco, ambiance de fin de tournage. On boucle les prises et les coups de clap de Roanne, premier long métrage de fiction du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte. Et donc Roanne, c'est la trajectoire d'un jeune homme de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Et en fait, à travers cette trajectoire-là, on essaie de raconter l'histoire sociale, politique de la Côte d'Ivoire, l'histoire récente. Roanne, un film témoin d'une histoire qui sera tournée en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Il fait partie des 15 projets retenus par la Ciné-Fondation du Festival de Cannes. Et en Côte d'Ivoire, le scénario a aussi intéressé le ministère de la Culture et de la Francophonie, coproducteur du film. Le cinéma ivoirien a une place et il faut que cette place, nous puissions l'occuper entièrement et totalement. Et dans le cadre de la politique de la relance du cinéma, nous comptons sur ce film, Roanne, de Philippe Lacotte, pour repositionner notre cinéma. Un film de 90 minutes où jouent des acteurs novices comme Chevroni. L'anti-héros, Isaac de Bancolé, figure bien connue du 7e art ivoirien, fier de faire partie du projet. Son projet, il a mis 2 ans à se faire. Il y a des projets qui mettent 15-20 ans à se faire, mais il faut être tenace et y continuer. Et c'est vrai que quand le pays lui-même soutient le projet, ça donne envie aux autres. Roanne, premier long métrage de fiction de Philippe Lacotte, mais pas le premier coup de bande. Il a à son actif 2 courts-métrages et un long-métrage documentaire. Des nouvelles de l'étranger, tout d'abord en bref, le sommet des chefs d'État de la Commission du Golfe de Guinée s'est ouvert hier en Guinée équatoriale. Ce sommet mettra l'accent sur la sécurité maritime le long du Golfe de Guinée. Présidentielle au Mali, la finale c'est demain dimanche. Les Maliens une fois de plus aux urnes pour choisir leur président. Entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Projecteur sur les 2 hommes, d'abord sur Ibrahim Boubacar Keïta, cet ancien Premier ministre par favori. Ibrahim Boubacar Keïta, plus connu sous l'acronyme IBK, a été le premier candidat à se rendre à Kidal, le fief des séparatistes Touaregs, pendant la campagne présidentielle. Un coup politique qui affiche clairement son objectif prioritaire, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Ce natif du Sud, titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un DEA à Paris-la-Sorbonne, a commencé sa carrière politique sous la présidence d'Alpha Oumar Konaré, dont il a été d'abord le ministre des Affaires étrangères, puis le Premier ministre. Mais les 2 hommes se séparent avant la présidentielle de 2002, car cette fois, IBK est candidat. Arrivé en 3e position, il conteste les résultats, mais finit par apporter son soutien à Amadou Toumani Touré. Il est ensuite élu président de l'Assemblée nationale. 2e tentative en 2007. Cette fois, il s'affiche en opposant ferme d'ATT, dont il dénonce les pratiques politiques. Lors du putsch du 21 mars 2012, il est convoqué comme d'autres leaders politiques par le capitaine Sanogo. On le soupçonne de sympathie pour les putschistes par opposition à ATT. Pourtant, ce jour-là, il s'exprime sans ambiguïté.
L'ordre constitutionnel doit être immédiatement rétabli. Le calendrier électoral doit être maintenu. Homme politique de gauche aux accents gauliens, Ibeka est très proche des socialistes au pouvoir à Paris, à tel point qu'au cours de cette campagne présidentielle, il a été affublé du statut de candidat de la France. Un handicap qu'il a finalement tourné à son avantage. Deuxième tour de la présidentielle au Mali demain dimanche. Du côté de l'ancien président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, on n'est pas inquiet. Soumaïla Cissé qui compte parmi ses alliés l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé. C'est lui qui défend les couleurs de l'ADEMA, le parti au pouvoir, à l'élection présidentielle de 2002. Après 10 ans passés au gouvernement, notamment comme ministre des Finances, Soumaïla Cissé bénéficie du soutien de plusieurs poids lourds de la scène politique malienne. Sans surprise, il se qualifie pour le second tour. 11 ans plus tard, l'histoire se répète pour ce natif de Niafunké, localité du Nord Mali. Soumaïla Cissé est de nouveau en finale. Avec 19,7% des suffrages exprimés au premier tour, il est le challenger d'Ibrahim Boubacar Keïta. À 63 ans, Soumaïla Cissé croit Dieu comme fer qu'il a toutes les chances de devenir le prochain président du Mali. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie met en avant son programme. Nous voulons construire une république dans une démocratie. Nous avons connu la crise. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Il faut le tourner sereinement. Il faut le tourner dans le cadre des institutions républicaines. Ingénieur informaticien formé en France, Soumaïla Cissé jouit d'une solide expérience internationale. Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pendant de nombreuses années, il a su faire face à de graves crises dans la sous-région. Soumaïla Cissé a été l'un des grands artisans de la stratégie de l'asphyxie financière, stratégie élaborée fin 2012 pour contraindre Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Au Zimbabwe, l'heure est plutôt à la contestation. Le parti du Premier ministre Morgan Tsvangirai a déposé hier un recours contre le résultat des élections du 31 juillet. Celle-ci avait vu la réélection de Robert Mugabe. Au Zimbabwe, l'opposition de Morgan Tsvangirai a déposé un recours ce vendredi contre les résultats des élections du 31 juillet. Les avocats du parti du MDC affirment avoir remis un dossier fourni à la Cour constitutionnelle avec de nombreuses preuves de fraude massive. Robert Mugabe, au pouvoir depuis 33 ans, a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec 61% des voix. Morgan Tsvangirai a récolté 34% des suffrages. D'hospitalisation déjà pour Nelson Mandela, le père de la lutte anti-apartheid. Il est dit chaque jour plus alerte, mais toujours dans un état critique. Pendant ce temps, Winnie, l'ex-femme de Madiba, publie un livre sur sa détention sous le régime de l'apartheid. En Afrique du Sud, Winnie Mandela publie le journal de ses années en prison pendant l'apartheid. 491 jours, c'est le temps qu'elle a passé dans une cellule à Pretoria entre 1969 et 1970. Ce livre reprend des passages de son journal, mais aussi des lettres échangées avec son mari de l'époque, Nelson, emprisonné. J'ai été la moins mariée des femmes mariées, parce que nous n'avons pas vraiment vécu ensemble. Nous avons habité quelques mois ensemble avant qu'il ne devienne la bête noire du pays. On a toujours communiqué à travers des lettres. Alors que Nelson Mandela entame son 3e mois d'hospitalisation, Winnie Mandela explique qu'elle devait raconter cette histoire pour les générations futures. Ce drame au Maroc, 16 membres de la garde royale tués dans un accident de la route. Ils devaient préparer une visite de Mohamed VI dans le nord du pays. Et puis pour finir en images, un autre drame, cette fois en Italie. 6 migrants sont morts noyés au cours d'un débarquement en Sicile. Ils étaient une centaine à bord du bateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTI2.